Eh bien voilà, il est 12 heures passées, 12h05 exactement. Nous sommes en direct de l'Arsenal de Metz, encore une fois, dans un ouvrage architectural qui est un véritable écrin acoustique. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette salle est une des meilleures acoustiques d'Europe. Et l'Arsenal, je le rappelle, a été construit par les Allemands quand Metz était sous domination allemande après la défaite de Sedan en 1870. Voilà, c'est toujours bon de faire un peu d'histoire du patrimoine. Quelle refondation de la politique du logement après le flop, je sais le terme est un peu dur, mais il est quand même significatif, du Conseil national de refondation avec le volet logement. Pour en parler avec moi, nous avons Loïc Quentin, qui est le président de la FNIM, qui est avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour Sylvain. Rebonjour et merci d'être avec nous. Et merci Loïc d'avoir participé toute cette matinée, parce que vous avez ouvert ici la 5e édition avec moi ce matin, et vous revenez pour cette table ronde politique. Merci également. Je voudrais qu'on remercie très chaleureusement le président du Conseil national de l'habitat et député des Landes, Lionel Causse. Bonjour Lionel. Bonjour. Et merci d'être avec nous, et je répète encore, et merci aussi de l'engagement que vous montrez à ne pas hésiter à débattre avec nous. Patron d'un des réseaux immobiliers majeurs en France, il est avec nous, c'est Yann Géano, président de La Forêt. Bonjour Yann. Sylvain, bonjour à tous. Et bien sûr, nous mesurons la chance et l'honneur que nous avons d'avoir à notre table le numéro 1 français de l'immobilier, président du groupe Arche, Philippe Briand. Merci. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci à vous tous d'être avec nous et de nous suivre. Alors, je vais égrener des thématiques qui ne font pas toujours plaisir, pour dire la vérité. Voilà, on ne va pas être uniquement dans la consensualité. L'accession à la propriété. On est, selon les régions, sur des baisses on les appelle les primo-accédants, ceux qui accèdent à la propriété, qui vont jusqu'à 45% de moins sur une année constante. On a des problématiques dans lesquelles les investisseurs, les petits investisseurs, dans le neuf comme dans l'ancien, n'ayant aucun signal de confiance, réorientent leur épargne vers d'autres classes d'actifs. La production de logements neufs versus l'explosion démographique et les nouveaux usages n'a jamais atteint un niveau aussi bas, proportionnellement à la démographie, depuis 1982, et je tiens à votre disposition des chiffres pour étayer cet argument, bien sûr. Défiance des investisseurs, les bailleurs qui se désengagent, risque massif de désinvestissement, et pour couronner le tout, un antagonisme qui empoisonne la vie des élus locaux, j'entends bien les intercommunalités, les communautés d'agglo, les EPCI, les élus locaux, les maires de ville, qui sont littéralement étranglés, pour ne pas dire essorés, par une baisse graduelle des dotations, une baisse des leviers fiscaux leur permettant de bâtir des équipements collectifs pour pouvoir justement enfin signer les permis de construire et absorber les flux démographiques ininterrompus depuis ces dernières années. Dernier point, et comme ça le décor sera posé et la parole circulera librement, le Conseil national de la refondation, un énième conseil, a été lancé par Christophe Béchu en novembre 2022 avec Olivier Klein. La restitution s'est faite en juin 2023 avec 5 mesures dont on parlera tout à l'heure. À l'énoncé même des premières mesures, un vent de stupéfaction, pour ne pas dire de sidération, a régné par tous les membres. Je rappelle qu'il y a eu, alors je ne sais pas exactement, mais peut-être avec Loïc on reprendra, je vois des dizaines et des dizaines de réunions, de consultations, des centaines de mesures extrêmement pragmatiques ont été proposées, et puis rien, la montagne a accouché d'une grenouille, si on peut dire les choses comme ça. Voilà le décor qui est posé. Je souhaiterais enfin vous dire que cette table ronde n'est pas polémique pour la polémique,
Elle n'a qu'un seul et unique but d'un point de vue politique, créer des consensus pour qu'enfin on puisse faire notre métier, c'est-à-dire loger les Français tous les jours. On va commencer par vous, Lionel Causse. Alors je sais, ce n'est pas confortable votre position, vous êtes député de la majorité, vous êtes président du CNH, vous avez succédé à Michael Nogal. Quand vous entendez ce défilé, et vous connaissez très bien le contexte, très objectivement, comment vous réagissez? Alors, écoutez, merci pour cette question. Pour entrer déjà directement dans le vif du sujet et vous dire que je suis moi aussi un homme de consensus, donc je pense que c'est important et ce qui doit nous motiver, même si ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, et j'ai toujours aussi ma liberté de parole et j'y tiens en tant qu'élu depuis que je fais de la politique. Pour revenir sur le CNR, je pense, a été un moment important, puisqu'il a permis quand même à plus de 200 acteurs du logement, élus, mais aussi professionnels, de se retrouver, de travailler, d'échanger, et de pouvoir, je dirais, arriver à faire des propositions. Le flop, ce n'est pas le CNR. Le flop, si on peut parler de flop éventuellement, c'est plutôt la conclusion qui a été compliquée et les suites du CNR qui effectivement ont déçu tous ceux qui y ont participé, mais aussi tous les acteurs. Alors, pourquoi ça a déçu une grande majorité des personnes qui étaient présentes ou pas d'ailleurs lors de la restitution? Parce que vous l'avez dit, la situation aujourd'hui elle est compliquée. Nous sommes dans une crise de l'offre, une crise de la demande, je parle souvent d'hémorragie, et que nous nous retrouvons encore quelques mois après la restitution du CNR avec l'hémorragie qui se poursuit et, je dirais, un manque de perspective, de vision. C'était la table ronde juste avant sur syndicopropriété, les DPE, c'est-à-dire ce que moi j'appelle depuis un petit moment vraiment à faire de la politique du logement avec un grand L et qui nous permettrait d'avoir une vision à moyen et à long terme et non pas à toujours subir effectivement les événements qui se produisent. Je le dis parce qu'en tant qu'élu, certains des élus ici dans cette salle, il y en a peut-être qui l'entendront, à titre personnel, avant d'être député, j'étais maire, je ne me contenterai jamais de savoir qu'une personne n'a pas un logement adapté à sa situation. J'ai toujours dit, j'ai fait beaucoup de logements abordables sur ma commune, parce que quand je parle de logement abordable à sa situation, c'est-à-dire ça peut être situation financière, on parle souvent à ça, mais aussi familiale et aussi éventuellement physique. Donc ça doit déjà nous motiver en tant qu'élus, et bien sûr, on a besoin des acteurs pour pouvoir après apporter les réponses. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que je considère que le logement n'est pas un marché qui doit s'autoréguler. C'est un marché sur lequel il y a toujours eu de grandes politiques du logement depuis des décennies et que l'État a un rôle important, effectivement, et doit être un guide pour pouvoir apporter les réponses nécessaires qu'aujourd'hui nous manquons. Voilà. Nous avons une situation où il y a toujours des ventes de logements, il y a toujours des constructions. Reste à savoir si elles sont suffisantes. Moi, ma réponse est non. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de ventes, il n'y a pas assez de construction, puisqu'on voit bien que les gens ne trouvent plus les logements adaptés à leurs besoins et à leurs attentes. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles, je pense, nous devons rapidement, alors, donner des suites au CNR. Bon, il reviendra effectivement au gouvernement, au président de la République, de dire quelle suite il souhaitera donner au CNR. En tout cas, moi, en tant que président du CNH, le CNH était là avant le CNR, le CNH sera là après le CNR, et j'essaie de faire en sorte, et c'est mon rôle, de faire que le CNH puisse être justement le rassemblement de toutes les compétences individuelles qui sont des véritables compétences collectives avec plus de 70 membres, et qu'on puisse travailler dans la durée. C'est pour ça qu'on a lancé aussi des groupes de travail, 5 groupes de travail qui seront restitués au ministre courant novembre probablement, et le ministre qui déjà du logement, que j'ai vu encore il n'y a pas très longtemps, m'a demandé aussi d'intégrer de nouveaux groupes de travail pour justement travailler sur les chantiers à venir. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui doit travailler dans la continuité. On va entrer dans le vif du sujet et on va vous poser bien évidemment de façon assez déterminée la question. Je vais poser la question justement à Yann Géano, qui est le patron de la forêt, président de la forêt. Quand Yann, tu as entendu, comme nous tous, les 5 mesures qui ont été retenues parmi les dizaines de mesures et très proactives, je précise d'ailleurs que l'essentiel des mesures avait été chiffré, notamment par exemple sur la fiscalité du bailleur. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais Olivier Klein nous avait fait comprendre que le côté de la statut de la fiscalité du bailleur était quelque chose qui allait certainement se faire.
Hein, tu confirmes, Loïc. Quand on est comme ça, opérateur comme toi, au quotidien, avec un maillage territorial national, c'est quoi la réaction que l'on a? On se dit, il ne faut plus rien espérer, il faut avancer. On est désabusé, on est quoi? Oui, c'est vrai qu'il y a un certain dépit des acteurs du logement et des consommateurs du logement. Enfin, consommateurs pas véritablement, parce que le logement, ce n'est pas un produit de consommation, ce n'est pas un pot de moutarde, ce n'est pas un flacon de parfum. C'est un toit pour loger sa famille, c'est une adresse pour un emploi, c'est une adresse pour l'éducation, c'est du patrimoine à transmettre également. Et aujourd'hui, pour revenir en effet sur quelques chiffres, en 2019, au sein du réseau La Forêt, 56% des acquisitions étaient réalisées par des primo-accédants. 9 mois 2023 sont passés et aujourd'hui on est à 19% des transactions qui sont réalisées par des primo-accédants. Donc le frein à l'accession des primo-accédants, il est très clair. Alors ces primo-accédants qui ne peuvent plus devenir propriétaires, ils se tournent donc vers le marché locatif en se disant évidemment la solution est là. Et là les nuages s'amoncellent de nouveau avec 2 chiffres, 3 peut-être même. En un an, le nombre de demandes de logements à la location au sein du réseau La Forêt a progressé de 23%. Sur cette même période, l'offre, à elle, régressé de 24%. Et la durée d'occupation moyenne d'un locataire a augmenté de 5 mois. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des Français qui sont dans l'impasse, qui ne peuvent plus devenir propriétaires, qui ne peuvent plus accéder au parc locatif privé. Alors on en a parlé beaucoup avec cette rentrée avec les étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants, les jeunes actifs, les ménages les plus modestes, la mobilité professionnelle sont largement entravées. Et puis il reste la 3e voie pour accéder au logement ou avoir un toit sur la tête que je ne vais pas aborder parce que ce n'est pas mon cœur de métier, qui est le logement social, mais a priori qui ne semble pas être dans une meilleure disposition. Donc il s'agirait réellement maintenant d'activer les manettes, de les saisir et de les activer, parce que je sais qu'on n'aime pas parler de cette bombe sociale. C'est pourtant la réalité. C'est une bombe sociale aujourd'hui. Les Français ne peuvent plus avoir un toit au-dessus de la tête. Les propositions, il y en a eu nombreuses. On va les évoquer ensemble également, de manière constructive et non polémique. Mais on a avancé vraiment très très fort dans cette impasse et il est absolument déterminant, urgent d'agir dès aujourd'hui pour les Français. Pour abonder, merci Yann, et pour abonder dans ton sens, je donne juste 2 chiffres, je l'ai dit tout à l'heure, 17% des contrats à durée indéterminée pour des jeunes actifs arrivant en zone urbaine ne seront pas signés, faute de logement. 12% des étudiants, ça a été d'ailleurs communiqué sur M6, il y a eu un reportage sur le logement étudiant, vous le savez Lionel, ont renoncé à leurs études, parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. On a calculé à périmètre constant les aides données au logement pour les jeunes et les aides données à la voiture électrique. J'ai eu le plaisir de signer un article. On a résolu le crise du logement, dormez dans votre voiture électrique. Donc, parce que franchement, on se pose, alors bien évidemment, on va faire forcément un peu de polémique, mais là, on se dit vraiment, mais à quel sens vouer? Philippe Briand, vous avez une longue carrière politique, parce que vous avez été député, vous avez été questeur à l'Assemblée, et vous êtes en outre, le fait d'être aujourd'hui président du groupe Arche et de la galaxie des filiales du groupe, un élu local depuis plus de 30 ans. Ah oui, largement. Voilà, à Saint-Cyr-sur-Loire. En 89, vous avez été élu. Vous avez même oublié que j'étais au gouvernement pour 3 semaines. Absolument. Comme secrétaire d'État à l'aménagement. Exact. Et quand j'ai compris les contraintes, je suis parti. J'ai préféré retourner dans mon entreprise. Comme quoi, des vocations, ça ne se quitte pas. Alors, Philippe, il faut être très clair, les rouages politiques, vous les connaissez, vous les maîtrisez. Vous étiez le shérif de la ville à rue de l'Université à l'Assemblée nationale. Vous avez connu les présidents successifs, puisque vous étiez très attaché à feu Jacques Chirac, qui a été un grand président de la République, et à Nicolas Sarkozy, bien évidemment, ensuite. Bref, vous connaissez le système. Vous n'êtes dupe de rien. Quand on a annoncé le CNR, franchement, Philippe, est-ce que vous y avez cru? En plus, je sais que vous êtes proche de Béchu, vous connaissez bien Béchu. Et quand la restitution a été faite en juin 2023, étiez-vous surpris?
Non, mais tout ça, ça ne sert à rien. Faut être clair. La France est un pays qui se perd dans des assemblées, des comités, des hauts comités, on met des commissaires, on met des gens très bien, on fait des rapports que personne ne lit. De temps en temps, on a un député sympa qui mouille sa chemise et qui essaye de faire les choses. Il va porter des idées au ministre des Finances qui lui dit « j'ai pas d'argent », à la première ministre qui dit « j'ai d'autres sujets », tant qu'à rencontrer le président de la République. Si on ne fait pas partie de la famille, on a quand même beaucoup de mal. Je crois qu'on est en train de vivre la crise la plus puissante depuis avant que je sois dans l'immobilier. C'est même inédit si on y réfléchit bien. Oui, je voudrais vous dire un petit mot sur la prospective de ce qui se passe. Pour que le pays aille bien, il faut produire à peu près 500 000 logements par an. On en a besoin pour une raison qui est bien simple. C'est que notre population, elle croît, à la différence d'autres pays. C'est un pays qui est en croissance de population, une terre d'accueil. On peut faire tous les commentaires que l'on veut, mais c'est ainsi. Et c'est un pays dans lequel aussi, dans les histoires familiales, de plus en plus de couples se séparent. Il y a 30 ans, on s'aimait plus bien, mais on restait ensemble pour les gosses. Aujourd'hui, on s'aime plus bien, mais on se sépare pour les gosses. Sauf qu'avant, il fallait un T4 pour loger le père, la mère et les 2 enfants, et que maintenant, il en faut 2, parce qu'on va être dans un mécanisme de garde alternée. Donc la demande de logement, elle est considérable. Et on s'aperçoit de la dégringolade de la promotion immobilière en France. Je ne suis pas le porte-parole des promoteurs, mais vraiment, on perd des centaines de milliers de logements et c'est fini. Et à mon sens, la crise va réellement commencer à se nouer pour la fin de l'année. Les offices de construction de logements HLM ne produisent plus, ou très peu. Moi, je suis dans un département où la norme, c'était d'en construire 1 millier par an. Cette année, ils vont en faire 80. Et puis, petit à petit, avec la loi de rénovation énergétique, on retire un peu de logements parce qu'il faut bien arriver à réparer, à entretenir, à faire, attendre le long chemin des assemblées générales, des recours, etc. Donc, on commence à être en pénurie de logements. Cette pénurie va avoir des effets fâcheux. D'abord, pour nos clients. Tout à l'heure, Yann Géano parlait de l'allocation. Moi, je dirige une grande entreprise. On a beaucoup de biens, enfin, on a 400 000 biens, en location. Aujourd'hui, on a un taux de stock de 2% de vide. Normalement, on devrait être à 5,5-6 à cette période. Ça veut dire que notre taux de vide, il est frictionnel entre le moment du départ et le moment d'arrivée. Donc, on n'a plus de logement à fournir. Et comme disait tout à l'heure Olivier Principal, moi, je suis enquiquiné tous les jours de gens qui me téléphonent et qui me disent « Philippe, alors toi, c'est l'ancien ministre, il n'avait qu'à être meilleur. Moi, c'était une grande journaliste de la presse qui n'est pas vraiment favorable au domaine, qui m'appelle pour trouver un logement parce qu'ils n'en trouvent pas. » On est dans cette pénurie. Premier effet catastrophique, ce sont pour les citoyens et on va avoir à gérer des périodes difficiles. Je pense notamment aux séparations dans les couples. Deuxième effet, c'est pour les collectivités locales. Tout à l'heure, monsieur le député, vous avez rappelé que vous êtes maire, moi aussi, pour la 40e année. Mes concitoyens ne sont pas rancuniers et plus ça va, plus ça monte. Je suis maire d'une commune dont j'ai eu la chance de ne pas avoir à monter les impôts. Mais je regarde les feuilles qui nous arrivent, puisque c'est la saison des feuilles, et pas seulement dans la botanique, on reçoit les impôts fonciers. Et là, le président a eu une initiative. Il a dit on va alléger la charge des Français, on va enlever la taxe d'habitation. Moi, j'aime beaucoup Emmanuel, que j'ai connu tout jeune avant qu'il soit président. J'ai toujours trouvé que c'était une mauvaise idée. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que quand j'étais député, je me faisais toujours engueuler pour les impôts et les taux de fiscalité, mais comme maire, j'ai jamais un concitoyen qui est venu se plaindre. Il payait son impôt, il voyait les écoles, les rues qui étaient propres,
les aménagements qui étaient faits, l'électricité, les services que rendait la mairie, concrètement, ils voyaient où allait leur argent. Et finalement, la taxe d'habitation, c'était un impôt compris, un impôt accepté. Il n'y a rien de pire que l'impôt quand on ne sait pas où il va. Donc on retire la taxe d'habitation. Mais avant, on avait retiré la taxe professionnelle aux communes pour les mettre aux communautés de communes, et puis le foncier non bâti, ça ne rapporte rien. Reste une taxe pour les municipalités. La taxe sur le foncier bâti. Olivier, quelle chance d'habiter Paris. 70% de hausse sur le foncier bâti, 800% sur l'eau. Incroyable. Et vous savez quoi? Parce que ça devient difficile pour les gens de croire en l'immobilier et d'investir là-dedans, puisque tous les ans, la taxe sur le foncier augmente. Donc le revenu résiduel diminue. Ça, c'était avant la baisse de la construction. Parce que dans les recettes des collectivités locales, qu'est-ce qu'on a? Départements et communes. Dans les droits de mutation, on a une grosse quote-part qui nous revient. Et puis quand on construit, on a aussi toutes les taxes qui sont liées à la construction, qui font des recettes pour la collectivité. J'ai fait un petit calcul pour ma commune. En honoraire de mutation, on a 2 millions par an. Cette année, on va tomber à 1,4 million. Il nous manque 600 000. Chez moi, le point d'impôt est à 110 000. C'est-à-dire, normalement, il faut trouver une hausse fiscale de 6%. C'est-à-dire que la hausse que vous avez eue à la commune de Paris et dans d'autres communes, vous risquez encore de retrouver une autre hausse l'année prochaine. C'est encore plus dramatique pour les départements, parce que les départements ont des charges nouvelles, des charges très importantes avec ce qu'on appelle les mineurs isolés. Et eux, leurs recettes sont en baisse drastique. Tout à l'heure, d'ailleurs, quand je parlais des HLM, je pourrais dire une chose. C'est que la plupart avaient des fonds propres très importants, mais que l'État est passé par là et a ramassé leurs fonds propres. Donc, drame pour les clients qui ne trouvent plus de biens à louer, drame pour les collectivités territoriales et drame pour l'État. Quand vous construisez 500 000 logements par an, à une valeur moyenne de 150 à 200 000, c'est 100 milliards, c'est 20 milliards de TVA. Si vous ne construisez plus, vous perdez aussi cette recette. Les promoteurs vont tomber. Hier, Sylvain, vous aviez la gentillesse de me dire que depuis le début de l'année, c'est près de 600 promoteurs qui ont disparu. 700. 700 promoteurs qui ont disparu. Qui ont déposé leur bilan. Ça va s'amplifier pour la fin de l'année. Ça veut dire plus de travail pour les architectes. Ça veut dire que les entreprises qui travaillent, qui font du béton, vont aussi connaître des difficultés. Ça veut dire que les sous-traitants vont connaître des difficultés. Nous rentrons dans une crise qui est profonde. Elle va durer combien de temps? Et elle est d'autant plus complexe, et je finis là et je réponds à votre question, elle est d'autant plus complexe que nos amis banquiers ne sont plus enclins à financer l'immobilier. On leur a dit, la Banque centrale, etc., vous êtes trop exposés en France à l'immobilier. Mais si vous demandez à chacune de vos banques qui vous dit ça, vous lui posez la question, vous avez perdu combien d'argent sur les prêts que vous avez octroyés ces dernières années? Elles vont vous dire rien, ou quasiment rien. Mais on nous dit qu'on est trop exposé. Donc, indépendamment des taux d'intérêt, on ferme le robinet pour les transactions. On a regardé chez nous, 42% de nos transactions sont autofinancées sans avoir recours à un prêt. Et bien voilà, on a réussi à faire une société où le vieux riche, il peut encore aller acheter un appartement, mais où le jeune, où l'épargnant précautionneux ne peut pas. L'épargnant précautionneux, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui prépare sa retraite. Il veut avoir quelque chose à léguer à ses enfants. Il achète un studio à Bordeaux, à Toulouse, à Metz, parce que peut-être que son gosse viendra y faire des études. Il achète un appartement à proximité de sa famille, parce que peut-être qu'à sa retraite, il sera heureux d'aller là-bas. Alors, la refondation de l'immobilier, elle va se faire parce que la crise va être sévère. Et vous me demandiez une date,
je pense que probablement l'année prochaine, à peu près à cette époque, on devrait commencer à y penser un peu plus sérieusement. Il y a une chose majeure à faire. Ce n'est pas de la roupie de Sansonnet, de pipi de chat, de dire que le logement, s'il reste loué longtemps, on va faire mieux pour le truc d'à côté et tout ça. C'est d'arrêter avec les trucs en location meublée où on peut déduire et puis que les autres, on ne peut pas déduire. C'est une refondation totale de l'épargne. Pourquoi pouvez-vous m'expliquer que quelqu'un qui achète des actions General Electric ou de Chemiké, il va payer une flat tax aux alentours de 30 points, alors que l'investisseur qui achète dans l'immobilier, parce que quand vous achetez chez Mickey et GE, vous faites du travail pour les États-Unis. Hein. Mais quand vous achetez un appartement, c'est toute la filière française que vous faites travailler. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas libre choix de l'épargne aux Français ? Même taux de prélèvement pour l'immobilier que pour les actions et les produits financiers. Pourquoi est-ce qu'on conserve l'IFI encore chez nous ? On a l'impression qu'on veut punir des gens d'avoir osé s'endetter pendant 20 ans. Pourquoi est-ce qu'on a une taxe sur la plus-value aussi élevée ? Nous, on est implantés maintenant en Belgique. C'est formidable, la Belgique. Non, mais vous faites plus chier à acheter français. Hein. Non, mais soyez des investisseurs raisonnables. De toute façon, ils comprendront que quand ça va arriver, vous allez en Belgique, il n'y a pas de plus-value quand vous vendez un appartement. Chez nous, avec ces trucs sur la plus-value, les gens, ils retardent le moment de la vente pour gagner 2% l'année prochaine, pour essayer d'aller au bout du terme, etc. On tue la fluidité. Donc, c'est un grand soir de l'immobilier qu'il faut. On va approfondir. Merci. Applaudissements à tous. Ouais. D'ailleurs, quand on dit Philippe Briand, la vérité est dans le nom, bien évidemment. Loïc Quentin. Alors, merci pour ce brillant exposé de Philippe Briand, mais d'un point de vue politique, c'est clair que le CNR est un indicateur. Bon, on a juste calculé le nombre de commissions, le nombre de rapports, etc. Mais je me souviens du rapport qui était excellentissime par François Rebsamen, le maire de Dijon, qui avait évalué 13 mesures, pétries de bon sens et calculées. Flop. Mais on peut se rappeler, et on en parlait avec Philippe hier soir, de Jean-Louis Borloo, qui avait remis un rapport très circonstancié sur un véritable plan Marshall de transformation urbaine. Je rappelle quand même que Jean-Louis Borloo, c'est le père du Grenelle, c'est celui qui a mis en place le NPNRU, c'est-à-dire le nouveau plan de renouvellement urbain, qu'il a créé l'ANRU, donc l'Agence nationale de renouvellement urbain, et donc du coup, on est face à un exécutif, et je profite qu'on ait au moins un député sur le plateau, en vous disant Loïc Quentin, à la tête de la FNAIM, faut-il encore espérer de cet exécutif ? Et à un moment donné, à force de chercher la compromission ou la consensualité avec un exécutif, en espérant éventuellement qu'un ministre nouvellement nommé nous apportera quelque chose, force de constater qu'entre le premier mandat d'Emmanuel Macron et le second, il y a une vraie continuité de pensée, c'est celle de tuer l'immobilier. Alors depuis le mandat d'Emmanuel Macron, le premier mandat, c'est vrai, en plus, 5 ministres du logement se sont succédés. Pourquoi faire ? La même inefficacité, face à une crise annoncée et qui était attendue. Alors tout d'abord, je voudrais saluer le travail que fait Lionel Cos, parce qu'ils sont peu, dans la majorité présidentielle, à s'intéresser au logement, et il a une passion pour cela, mais il a un mur devant lui, je dirais même une montagne, infranchissable. C'est bien le terme. Mais il met de l'énergie, il nous accompagne, il nous écoute et il fait au mieux. Encore merci, monsieur le député. Sur l'aspect de cette crise, faut-il espérer encore quelque chose ? Pouvons-nous avoir de l'espoir ? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe, je partage totalement et on échange sur ces questions, mais je vais revenir sur la crise, la brutalité de la crise. Combien de temps va-t-elle durer ? La dernière crise la plus sévère, c'était la crise de 92, moi que j'ai connue, et qui a duré en réalité 6 ans avant que le marché ne redémarre. Cette crise de 1992, elle s'est déclenchée sur un fonds de stock de logements, où nous avions du stock, et sur un fonds de baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, comprenez bien que nous n'avons pas de stock, et les taux d'intérêt sont partis à la hausse. Donc, il va falloir véritablement un ressort, une dynamique nouvelle pour relancer un marché. Et pourtant, les Français ont besoin de logements. Les solutions, tu as raison Sylvain de se rappeler
l'ensemble, que ce soit le REPSANEM, que ce soit effectivement le plan Borloo. Les solutions, nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Les 700 propositions qui sont émanées du CNR. Alors le CNR, pour moi, j'ai connu les conférences de consensus au Sénat dirigées par Larcher sur le préalable à la loi Elan. Là, il y avait une vraie réflexion. Vraie réflexion. Excusez-moi, le CNR, les 5 ateliers, je le dis devant le député Cos, c'était une mascarade. C'était pour pouvoir s'inscrire à un groupe de travail, on était écarté parce qu'on était arrivé trop tard. Donc ce n'est pas un échange collectif, ce n'était pas effectivement une intelligence partagée. Et dans tous les cas, c'était voué à l'échec. Et aujourd'hui, ce n'est pas un mode de consultation. Alors les solutions, on les connaît, mais je crois que la feuille de route, elle était déjà donnée. Et justement, c'est cette feuille de route. La feuille de route, elle est contrainte par quoi? Par un État qui a passé son endettement de 2400 milliards à 300 milliards post-Covid et la crainte d'un ministre des Finances d'avoir la France rabaisser sa note. Il n'y a plus rien. Au moment où on va avoir la loi de finances 2024, il n'y a plus rien pour le logement. On est encore à tirer dans les fonds de tiroir, 130 millions qu'on va enlever aux chambres de commerce et d'industrie. On est en train de faire de l'ajustement à la marge. Et puis, donc, la feuille de route, elle est compliquée. Et c'est la raison pour laquelle on devrait l'avoir. Alors moi, quand je rebondis sur Conseil national de la refondation, ça m'inspire quoi? CNR, refonder une politique du logement. Elle n'existe pas, la politique du logement? C'est une fonction régalienne. On n'a pas besoin de la refonder. Elle doit exister. C'est l'objectif de tout État. Et je l'ai dit souvent, un État qui n'arrive pas à loger ses Français, ses habitants, ne peut pas un pays en paix avec lui-même. Moi, ce qu'on attend, et vous l'avez vu, il y a une alliance pour le logement, pour une fois, main dans la main. L'USH, logement social, les promoteurs, la construction, tout le monde, la FNIM, les syndicats d'architectes, tous réunis, pour faire bouger, alerte rouge, une alliance totale, et on ne changera pas. Est-ce que l'on veut, finalement, quand on parle politique logement, ce n'est pas du cosmétique, ce n'est pas une mesurette à la fois, et notamment un pansement provisoire. Ce qu'on veut, c'est que dans ce pays, on ait une véritable vision stratégique et prospective de la politique du logement, qu'on la projette à 20 ans. Où allons-nous construire? Avec quels moyens? Comment accompagner les ménages? On a une paupérisation de l'accession à la propriété qui, depuis 15 ans, on a de moins en moins de primo-accédants. C'est dramatique. Et donc, au contraire, la satisfaction d'un État, c'est de pouvoir permettre à chaque Français d'acquérir un logement. Alors la feuille de route, on l'attend, c'est une vision prospective et c'est au chef de l'État de donner effectivement cette direction. Elle n'existe pas. Quand Emmanuel Macron dit l'immobilier c'est la rente, on ne peut pas entendre ça. Et de tous les cas, il y a 2 creusets en immobilier. Il n'y a pas 50 façons de loger les Français. On est locataire ou on est propriétaire. Le problématique de ce gouvernement, c'est qu'il n'agit ni sur les locataires, ni sur les propriétaires. C'est là la politique du logement qui est conduite à ce jour. Il y a du lourd sur le plateau, quand même. Lionel, il y a eu plusieurs mesures, 5 mesures qui ont été reprises par le CNR. Favoriser l'accès à la propriété avec le renforcement du PTZ. Quand on le voit dans la façon dont on le gère, il pose question. Le BRS, bail réel et solidaire. Favoriser l'accès à la location et du logement intermédiaire grâce au doublement, ça ne s'invente pas de sortir une chose pareille, de bénéficiaires de la garantie Visale. Soutenir la production de logements sociaux avec un pacte de confiance avec les bailleurs sociaux. Si vous avez compris, moi pas, je vous le dis très franchement. Relancer la production de logements en levant les blocages sur la délivrance des permis. Et enfin, amplifier la rénovation énergétique du parc privé grâce à ma prime rénov sur 2 piliers, efficacité et performance. Voilà ce qui est ressorti du CNR. Alors, moi, je voudrais donner un petit peu mon sentiment, parce que ce que vous venez de dire, les propositions de CNR, elles sont importantes et elles doivent nous permettre de poursuivre ce qu'on connaît depuis des décennies. Parce que la crise d'aujourd'hui, je dirais, c'est le fait que tout est là en ce moment. Baisse de la construction, les taux, l'augmentation avec l'inflation, etc. Tous les sujets, on a à les affronter en même temps. Mais les sujets de difficulté de logement, moi je viens d'un territoire, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on les connaît. Les sujets d'impôts locaux, ça fait depuis l'origine des impôts qu'on les connaît. Les sujets du Airbnb, tel qu'on l'appelle, moi j'étais étudiant à Bayonne, où aujourd'hui les gens manifestent, mais déjà à l'époque, en juin, je rendais mon studio, parce que l'été, c'était des locations touristiques.
faut quand même reconnaître qu'on a laissé ces situations aller jusqu'au mur, et le mur, on l'a aujourd'hui. Donc oui, il faut qu'on fasse des mesures, mais là, ce que l'on va faire, c'est ce que nous avons toujours fait dans le passé, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir continuer et de pouvoir, je dirais, affronter les difficultés. Lionel, pardonnez-moi, mais si vous les connaissez, pourquoi vous n'y mettez pas bon ordre? Vous les connaissez, donc vous faites comme tout le monde les constats. On y travaille, et c'est pour ça que je dis... Je veux juste terminer, c'est pour ça que je dis que il faut travailler à ces mesures et il va falloir qu'on avance autant que possible. On a des discussions effectivement avec le ministre du Logement, avec Bercy, avec tout le monde, avec mes collègues parlementaires. Et il faut qu'on passe ce projet de loi de finances qui est le premier là pour 2024 avec des signaux pour redonner confiance aux acteurs et pour faire en sorte, c'est ce que j'ai dit encore au ministre du Logement mardi soir, je lui ai dit on a une haie à passer. Comment ? Pour éviter de parler du mur, on va la toucher, mais il ne faut pas qu'on la renverse. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on trouve des mesures, et pour ça, il faut qu'on s'aligne, et c'est ce qu'on essaie de faire avec le ministre du Logement, pour au moins porter les mêmes mesures à porter pour 2024. Mais je crois qu'il faudra un jour ou l'autre se poser la question de notre organisation et de la politique du logement dans notre pays. Aujourd'hui, c'est pour ça que je permets de dire, si on n'a pas ce débat de savoir qui fait quoi, on a une politique partagée. On a été maire, on s'y est permis, on fait l'aménagement du territoire. L'État, le gouvernement, sur les 38 milliards que coûte, on dit toujours à l'État, c'est même pas la moitié, parce qu'il y a plus de la moitié, c'est les APL, c'est les CAF, c'est du paritarisme. C'est du paritarisme. Action Logement, c'est du paritarisme. C'est vrai. On a aujourd'hui l'État qui dépense 400 milliards et 300 milliards de recettes. On a, gestion dans notre pays par du paritarisme, plus de 700 milliards, et les collectivités, 300 milliards. Et on veut avec ça dire il faut avoir une politique globale du logement, mais tout le monde mène sa propre politique dans son coin. Donc je crois qu'il va falloir qu'on définisse clairement si on veut effectivement que le logement soit une politique menée par l'État ou vraiment décentralisée. Là, on est sur un système hybride, où effectivement tout le monde intervient à son niveau et on a du mal, je dirais, à faire coordonner tout le monde. On a beaucoup d'argent globalement. Là, on parle de 2 milliards de baisse que Bercy essaie de prendre et ça casse tout. Ça casse tout parce qu'on n'est pas capable peut-être de les récupérer sur 700 milliards gérés par les partenaires sociaux. Parce qu'on n'est peut-être pas capable d'avoir une politique globale. Donc je crois que cette question-là, il va falloir qu'on se la pose clairement, parce que sinon, on fera ce qu'on fait depuis des décennies, on essaiera d'accompagner, on essaiera de répondre, mais on continuera à avoir des gens mal logés. Alors aujourd'hui, encore plus qu'avant, mais ce n'est pas nouveau, on a toujours eu des gens mal logés dans notre pays, parce que notre organisation, je dis comme je le pense, territoriale, en tout cas sa politique du logement, déjà à la base, elle n'est pas posée sur les bonnes bases. Voilà. Alors, à ce moment-là, ça serait bien que vous preniez les affaires en main, Lionel Causse, parce que du coup, vous avez l'air, c'est limpide, hein, c'est vrai Philippe, on l'écoute, on est tous d'accord, on est bien, mais là il faudrait quand même passer aux actes. Pour revenir sur les mesures, en tout cas celles que j'essaie de porter, je crois qu'on a 3 typologies de logement dans notre pays. Il y a le logement social, il y a le logement intermédiaire et le logement libre. Dans l'histoire, il y en a toujours eu un qui a été malade, qui ne se portait pas très très bien. Là, on a les 3 qui se portent très très mal et qui sont malades. Donc il faut qu'on arrive à redémarrer. Donc il faut, à mon avis, qu'on redonne confiance déjà aux bailleurs sociaux. C'est la base, c'est important. On sait très bien que depuis 2017, on a fait des dégâts sur les bailleurs sociaux parce qu'on leur a ponctionné beaucoup de moyens. On a une difficulté, je ne vous le cache pas, on a une difficulté au sein du gouvernement, je pense, en tout cas au sein de l'Assemblée nationale, y compris de tous les groupes parlementaires, c'est qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas forcément le même constat de la situation des bailleurs sociaux et de leur capacité d'investissement. Moi, je pense que la situation est compliquée, qu'ils peuvent continuer à investir, mais qu'ils vont le faire sur la rénovation, parce que ce sont des obligations qui ont été évoquées sur la table ronde précédente, et qui sont en très grosse difficulté pour aller construire. On va sortir cette année 86 000 logements, comme j'ai dit, on va continuer à construire cette année. Mais on sera nettement en dessous de ce qu'il nous faut dans le pays pour pouvoir avoir, je dirais, les capacités d'avoir ce parcours résidentiel, de pouvoir tourner régulièrement. Il nous faut du stock, il faut qu'on ait de l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont un logement social qui sont bloqués. Logement intermédiaire, nos mesures sur le PTZ, moi je l'ai dit, le PTZ, chez moi dans les Landes, où on me rajoute Hossegor et Seignos, où le prix du mètre carré est entre 8 et 14 000 euros. Je connais le résultat, j'ai dit à la Première ministre, ça sera 0 PTZ dans ma circonscription.
PTZ chez moi, il faut le mettre sur les communes un peu plus de l'intérieur. C'est là que vont les primo-accédants. C'est là qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Mais vous dites logement intermédiaire. Non, mais c'est bien. Moi, je souscris complètement à ce que vous dites. Mais je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que plus de 62% du parc locatif privé loge des personnes qui seraient éligibles au logement social. Oui. Donc, d'où ma question, pourquoi vous ne l'appliquez pas au parc privé, tout simplement? Pourquoi vous n'uniformisez pas un statut fiscal, par exemple, c'est une idée, un statut fiscal qui permettrait à Équité d'être dans ce dispositif. Tout à l'heure, Philippe, tu rappelais la flat tax, par exemple, par rapport au fléchage de l'épargne. Pourquoi on n'aurait pas, dans la pensée même des épargnants, quelque chose de plus uniforme? C'est pétri de bon sens. Je suis très clair là-dessus. Je l'ai voté l'an passé et on l'a voté à l'Assemblée nationale. La flat tax, amendement de Jean-Paul Mattei. On l'a voté. 49.3, il a disparu. Voilà. Donc j'aurais pris contact avec Jean-Paul Mattei, le président du groupe Modem, parce que je pense qu'il faut qu'on continue. Je pense que c'est une des solutions. Alors peut-être qu'il faut l'améliorer. En tout cas, les notaires y travaillent, au CNH, tout y travaille. Ça a été annoncé par la Première ministre. Le ministre du Logement me dit qu'il est OK pour qu'on avance là-dessus pour 2024. Voilà, il y a plusieurs solutions. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur, je dirais, les variables, les règles à mettre en œuvre. Peu importe, il faut de toute façon qu'on avance et qu'on prenne des décisions là-dessus. Et j'espère qu'en 2024, nous aurons des avancées sur le statut du bailleur privé, la flat tax, etc. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les petites annonces que nous avons de gouvernement vont plutôt dans ce sens-là. Merci Loïc. Merci Lionel. Yann, je te voyais opiner du chef et même un peu sourire. Voilà, retour et évocation sur ce qui s'est dit. Oui, sourire. La situation est grave, mais c'est vrai qu'on l'entend, et il n'y a rien de personnel dans mes propos, on l'entend ce discours d'une connaissance des blocages, des motifs de crispation du marché. Il faut quand même rappeler un peu la réalité. Le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages français. C'est même une dépense contrainte. Hein. Ça fait maintenant 6 ans qu'on n'a pas un ministre du logement de plein exercice, c'est-à-dire qui soit en mesure de peser dans les arbitrages budgétaires. Donc là, on peut parler de repenser la politique du logement, l'aménagement du territoire. Oui, on sait que c'est du temps long. Le statut du bailleur privé qui évite que chaque investisseur, au moment des lois de finances chaque année, arrête de respirer pour savoir à quelle sauce il va être mangé alors qu'il s'est mis en risque, il a emprunté. Oui, il faut y aller. Mais il y a besoin de mesures quand même très rapides et qui ne coûtent pas très cher. Accéder au financement, les critères HCSF, 25% de taux d'endettement, 27% si on fait des gros travaux. Pourquoi on n'ouvre pas à 27 ans pour les primo-accédants, pour leur ouvrir l'accès à l'acquisition? Première chose. Deuxième chose, l'investissement. La suppression du calcul différentiel que tous les professionnels connaissent dans cette salle, il est absolument impératif de le restaurer. Le reste à vivre d'un certain nombre de ménages extrêmement aisés qui pourraient investir davantage et qui sont aujourd'hui bloqués. Il y a des solutions concrètes. Et puis on peut parler en effet de climat et résilience et du calendrier de rénovation énergétique. Ce sujet est prioritaire, c'est le sujet du siècle. Les professionnels du logement sont tous d'accord avec ça, s'emparent le plus possible du sujet. Il faut quand même se dire que le calendrier est impossible à tenir, que la filière de rénovation, ça a été évoqué par Loïc, est sous-dimensionnée. 60 000 entreprises RGE, il en faudrait, de l'aveu même de Bruno Le Maire, au moins 240 000. MaPrimeRénov', qui passe à côté de son sujet, qui finance des gestes uniques, 2 propriétaires occupants. Là encore, le service public pourrait aider davantage et donner des moyens davantage sur la rénovation énergétique. Existe le prêt avance rénovation, un prêt hypothécaire garanti par l'État au remboursement in fine lorsqu'on vend le logement, lorsqu'il rentre dans le cadre d'une succession, qui permettrait de faciliter certainement la transition verte sans endetter les ménages et sans leur demander de financer seuls les ménages. On a besoin maintenant d'une politique de fond et également de décisions concrètes, rapides, qui débloquent le marché. Philippe Briand, on s'achemine vers la conclusion et on va demander à Henri de venir nous rejoindre dans quelques instants. Faut-il concrètement espérer encore quelque chose dans cette mandature?
Ah bah oui, quel soyez- conseil tu peux donner aujourd'hui à l'industrie immobilière pour essayer de s'organiser, peut-être même de s'unifier dans un seul et même langage pour porter haut et fort la parole des Français? Yann a rappelé une chose très importante, c'est la dépense contrainte des Français et le rôle social que joue le parc locatif privé français. Écoutez, moi je crois qu'il faut conserver de l'optimisme. On a tous connu des périodes de crise. On en est sorti. La France est un pays qui est suradministré. Il n'y a pas longtemps, on a eu le bazar. Tout d'un coup, il y a un techno qui a décidé qu'il fallait déclarer par Internet tous les biens immobiliers avec les caractéristiques des 10 biens immobiliers, sinon c'était encore des sanctions. Moi, l'impression que j'en ai eue, c'est que l'État, finalement, n'est pas ses fichiers à jour. À quoi ça sert le cadastre? À quoi ça sert les permis de construire? À quoi servent tous ces trucs-là? S'il faut qu'on aille encore remplir un truc dont on ne connaît pas bien la portée. D'ailleurs, c'était tellement pas au point que ça a merdouillé, ça devait être clos pour une date, ils ont reporté une deuxième fois, et on ne sait pas très bien ce à quoi tout ça, ça sert. Suradministration, notre métier. C'est un vrai bazar. Et pourquoi je suis optimiste? Du temps où je faisais de la politique, je voudrais d'ailleurs saluer vraiment le député qui est là, parce que je peux vous dire que faire ce qu'il fait ce matin, c'est pas facile. Moi, quand j'allais dans les assemblées des paysans, qu'on parlait du glyphosate et que Chirac disait qu'il n'en fallait plus, je peux vous dire que j'avais pas un rôle qui était facile. Et donc, il a le courage d'être avec nous et il porte notre parole et on peut le saluer, on peut même l'applaudir bien fort. Souviens-toi toujours d'un truc. Le meilleur moment pour un député, c'est le soir de son élection. Après, les emmerdes commencent. Alors, vous racontez ça en 2 mots. Des crises, il y en a toujours eu. Moi, je me souviens avec Alain Juppé, avec Chirac, etc. J'ai participé de près à la rédaction de 3 lois. Il n'y en a aucune qui porte mon nom, étant de l'immobilier, je ne pouvais pas les présenter. Mais je vais vous parler de la première, qui va vous rappeler des bons souvenirs. Ça a fait fonctionner toute la machine. La loi Périssol. Pierre-André Périssol, maire de Moulins, devient ministre du Logement. Techno s'il en était, Pierre-André, mais bon camarade. Et Juppé lui dit, c'est la crise dans le logement, on ne peut pas en sortir, trouve-moi une idée. Périssol m'appelle, il me dit, il faut que tu viennes me voir. Il dit, Juppé veut une idée. Puis rapide. Alors on s'y est attelé, on y a passé la nuit. On a sorti la loi Périssol. Le matin, aux alentours de 3-4 heures, Pierre-André, qui pensait qu'elle allait se coucher, il me dit, c'est pas la peine qu'on en fasse davantage. Ça passera jamais. Je dis, écoute, il t'a demandé un truc, tu vas et tu portes ça flamberge au vent. Le lendemain, il va voir Juppé, présente ça flamberge au vent. Dans le quart d'heure, c'était adopté. Parce que quand ça va mal, quand il n'y a plus rien, il faut vite trouver une solution pour rendre du moral à tout le monde. Et je suis persuadé qu'on va arriver vers ce type de solution. Mais qu'il ne faut pas que ça nous enlève la réflexion sur la politique nationale de l'immobilier en France. En un mot, je vais vous dire, comme dirait Henri Buzicazo, qui tient ça toujours de la bouche du cheval, la question est de savoir si dans ce petit monde de politique, si dans ces 6 sous-ministres qui se sont succédés, un seul avait accès au président ou à Matignon. Parce que ce n'est pas les textes et les rapports qui sont importants, c'est le rapport de confiance. Quand j'étais dans la vie publique, j'allais fréquemment à l'Élysée et je voyais fréquemment le chef de l'État. On parlait, il m'écoutait, il ne prenait pas tout, mais on avait l'oreille. Quand vous êtes ministre, le soir, il y a un truc qui est sympa après le dîner, parce qu'il faut se farcir des dîners à la gomme. Vers les 10h30, 11h, allez faire un tour à Matignon.
dans le bureau du directeur du cabinet ou du directeur adjoint. Et c'est là que les idées se vendent. Et c'est là qu'on fait le boulot. Et je vous le dis, la solution à tous ces problèmes, elle ne porte qu'un nom, celle d'Emmanuel Macron. Mais pour ça, il faut quelqu'un qui soit porteur d'espoir et d'idées et qui ait accès à son oreille. Voilà, je vais accueillir, comme il est d'usage, Henri Buzicazo. Henri, on a un petit problème de timing, donc si tu peux faire 5 minutes, ça serait super. Pour synthétiser tant faire se peut les propos de contenu. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'y avoir participé. Henri Buzicazo. Le désespoir n'est pas une option. Je pense que tout le travail de réflexion qui peut être fait, le CNH a été ranimé par Lionel Cos. C'est aujourd'hui un petit Parlement qui fait pression sur le gouvernement. On va auditionner le ministre, par le CNH auditionne le ministre à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Ben, ça a de la gueule. Donc tout le travail qui a été fait, Rebsamen, les autres, moi je vais vous dire, je ne suis pas cynique là-dessus. Oh, je mesure la déperdition qu'il y a, mais vous voyez, je suis un vieux rugbyman, moi je pousse en mêlée. Hein, c'est le championnat du monde, là, la Coupe du Monde, je pousse en mêlée. Même si on me dit, mais tu sais, peut-être que ça ne va pas passer, il y a des choses qui passent. Article 1. Article 2, les circonstances, et c'est très triste ce que je vais vous dire, elles vont nous aider. Oui, c'est le président de la République qui doit réaliser tout ce qu'on a dit, tout ce qui se passe. Quelques autres qui sont des bons ambassadeurs. Je prétends que le nouveau ministre, c'est un bon avocat de la cause. Je prétends qu'il y a des parlementaires qui vraiment sont porteurs des bons messages et qui sont d'ailleurs souvent d'anciens élus locaux. La fin du député maire ou du sénateur maire est une catastrophe. Voilà, parce qu'on a créé des élus hors sol et Lionel Cos n'en fait pas partie. Il se rappelle avoir été maire et il le dit toujours. Bon. Très clairement, il faut cette sensibilité du président de la République. Mais il y a deux choses qui vont le sensibiliser, le président de la République. Les suppressions d'emplois. Le président de la Fédération du bâtiment a annoncé la semaine dernière 150 000 suppressions d'emplois dans la filière amont, bâtiment, à 24 mois. Au moment où on parle, il y a le pôle Habitat FFB qui se réunit et le président du pôle Habitat FFB, Grégory Monod, ancien président de chambre de la FNAIM, il connaît très bien aussi nos métiers, va en rajouter en disant, avec tous les emplois associés, on va probablement monter entre 200 et 300 000 suppressions d'emplois dans les 24 mois. Je doute fort que le président de la République, qui veut arriver au plein emploi, puisse se passer du concours du logement pour arriver au plein emploi. Et ça, on n'aura pas à le lui dire parce qu'il va le voir, et qu'il a fait des études, donc il sait lire les chiffres. Et la casse sociale, il va la voir. Rajoutons, moi j'ai pas de honte à le dire, tous les négociateurs, aujourd'hui on a montré les meilleurs, il y a tous ceux qui ne vont pas y arriver. On va perdre, soyons clairs, il y a 100 000 indépendants à peu près dans la filière, il y a des VRP salariés, il y aura de la casse de part et d'autre, ça a été dit par des patrons de réseau, il y en a un avec nous encore ici. Soyons lucides, on va perdre des dizaines de milliers d'emplois dans la filière aval. En ajoutant tout ça, ça va être une catastrophe sociale. C'est triste à dire, quelquefois il faut aller dans le mur. Et les rentrées fiscales qui ne vont pas être au rendez-vous. On attend, avec la baisse de construction neuve qu'on a dite, c'est-à-dire 40% de construction en moins en 2023, 35% de transactions en moins, je m'engage, moi je vous donne ce chiffre. Il y a des plus optimistes, moi je vous dis la vérité sur 2023, les départements commencent à le voir, on va avoir une impasse fiscale de 6 milliards de TVA et une impasse fiscale de 6 milliards de droits de mutation à titre onéreux. Ça fait 12 milliards. Moi, je suis Emmanuel Macron, très intelligent, je suis banquier de chez Rothschild, avant d'être ministre de l'économie et président de la République. Ça me fait quelque chose. Alors, c'est peut-être pas les discours qu'on va porter nous, c'est peut-être pas les rapports, c'est peut-être pas Lionel Cos, mais il y a la réalité qui va s'imposer. Et effectivement, en urgence, Philippe Briand a raison, il y a bien un Premier ministre, il y a bien un président de la République qui va dire à un ministre ou à des parlementaires ou à des professionnels, moi je suis souvent dans les sauces, soyez gentils, essayez de nous trouver 2-3 trucs qui marchent, parce qu'autrement, le pays ne va pas fonctionner. Et d'ailleurs, pour certains, peut-être qu'on ne sera pas élu. Je pense que le ministre de l'économie, il a envie d'être président de la République, ça ne me gêne pas du tout. Il ne le sera pas si toutes ces mauvaises nouvelles se cumulent. Voilà à quoi tient l'espoir. Applaudissements, Henri Buzicazo. Ouais, ça.
Merci beaucoup. L'heure est venue de nous quitter. Je vais vous demander de venir à côté de moi. Venez, venez, messieurs. Venez, venez. Voilà, si on peut avoir les photos. Voilà, avec Philippe. Henri, mets-toi avec nous, bien. Évidemment. Évidemment. Voilà, j'aimerais qu'on fasse un triomphe d'applaudissements pour Loïc Quentin, président de la FNIM. Yann Géano, président de La Forêt. Un grand merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur cette table ronde. Lionel Causse, député des Landes et président du CNH, Conseil national de l'habitat. Merci Lionel. Voilà, on ne vous a pas trop taquiné. Un immense triomphe à Philippe Briand, président du groupe Arche. Merci beaucoup. Et bien sûr, à mon ami Henri Buzicazo. Bravo! Voilà. Mesdames et messieurs, il nous reste une dernière table ronde. Une dernière table ronde, on va parler des problématiques liées à l'inflation avec des professionnels de l'immobilier. Pour gagner du temps, je vous propose que nous l'enchaînions directement. C'est juste dans une petite minute, le temps de switcher les plateaux. Merci messieurs et à tout à l'heure.